Bienvenue sur C'est un livre qui chante, le magazine littéraire sur la CRTV News. L'école a repris, la rentrée est là, et qui parle d'école parle de livre aussi, parce que c'est un binôme qui se tient. L'école qui reprend avec justement plein d'histoires personnelles. Il y a l'histoire générale des enseignants, de l'administration et des élèves, mais l'histoire personnelle. Et l'une d'elles nous est racontée par un auteur qui, justement, s'est appesanti sur une histoire bien complexe, un parcours du combattant d'un certain Totou qui va aller, bien sûr, jusqu'au bout de son histoire, mais que de chemin parcouru, que d'obstacles surmontés, que de difficultés. Une route qui montre... pas bien des côtés, la difficulté de certaines personnes dans leur aventure de l'école à affronter l'inconnu, mais qui montre aussi les réalités de notre pays. L'ouvrage est écrit par Atemzem Kemopol, ancien administrateur civil principal à la retraite, figuré maintenant en auteur. Il a écrit « L'école, pourquoi faire ?» Le choix complexe de tout tour. Bienvenue. Je vous remercie. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Alors, moi, je voulais qu'on commence un peu par ouvrir la boîte à nostalgie. Vous avez été, il y a bien longtemps, j'imagine, en tout cas ça se voit, élève. Alors ça s'est passé comment chez vous? Est-ce que vous vous souvenez des premiers moments et premiers contacts avec l'école? Ce jour-là, c'était quand et où? Ce jour-là, ça devait être en 1948 ou 50, je ne me souviens plus tellement. Davantage en 1948, puisque mon père est mort en 50, après 2 ans. 48, c'était où, à Tchang? C'était à Tchang, oui, à Tchang. C'était à la mission catholique, celle qu'on appelle aujourd'hui la Grande Mission, située de l'une des montagnes, là, parce que Tchang a plusieurs, n'est-ce pas, montagnes, tout ça. Donc, la mission catholique, c'était tenue par le père, je crois, Palotin. Oui, le père Palotin. Oui, c'est ça. En tout cas, l'histoire traverse les pages de cet ouvrage, mais la vôtre, quand vous arrivez, vous êtes en quoi? Pantalon, en culotte. Comment est-ce qu'on vous a préparé pour aller à l'école? Quel pantalon? On était en culotte. En culotte, ouais. Et puis bien nu. Oui, à l'école catholique, c'était la culotte. Ouais. Voilà. C'est pourquoi j'ai emprunté le visage de ce petit. Parce que bon, vous voyez qu'il est pieds nus. Ouais. Oui, mais avant de parler de l'ouvrage, je parle de votre histoire. Vous vous souvenez de ce premier jour-là? Oui, de ce premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai raconté. Oui, mais avant de parler de l'ouvrage, je parle de votre histoire. Vous vous souvenez de ce premier jour-là? Oui, de ce premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai raconté, n'est-ce pas? On me présente là, on me dit, attends, il y a quelqu'un qui va venir, vous pouvez vous chercher pour aller à l'école. On me le décrit, n'est-ce pas? Et il vient, alors, il m'amène à l'école. Le premier bâtiment, c'était à l'étage. On est allés ensemble, là, puis il m'a confié à l'instituteur. Vous aviez peur, c'est ça? Bien sûr, on sort de sa campagne, puis on tombe en ville. On va se retrouver avec des camarades, bien sûr, vous savez, les enfants. Ça va très vite. Hein. Oui, mais on a peur quand même parce que... On a quand même peur, oui, bien sûr. On est plus habitué au village. Ouais. Là, on arrive... Est-ce que vous parliez français déjà à ce moment? Non, pas du tout. Quel français? On sort de la campagne. Voilà. C'était le premier contact avec l'école. Comment ça s'est passé, justement, cette métamorphose? Je voulais ici faire mes respects à votre place, à ces maîtres, ces ingénieurs de la métamorphose. Comment ils ont fait pour vous amener à mettre sur vos lèvres de nouveaux mots, à construire des phrases? Ça s'est passé comment? Mais vous apprenez d'abord l'alphabet français, puis après... Il y a des livres. Bon, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Il y a des petits livres A, B, C jusqu'à Z. Et puis on vous met B plus A égale bas. Bon, ainsi de suite. Ouais. Petit à petit, vous
vous associez les lettres pour former des phrases, des mots, puis des mots pour former des phrases. Ça me prend c'est pas en un jour, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous avancez, c'est ça, on vous apprend à lier lettres, puis former des mots, puis des phrases, petit à petit. Ok. C'est ça. Alors, en vous écoutant, je vois bien le lien avec Totou. C'est pratiquement un peu, on va dire, autobiographique. Hein. C'est votre histoire qui est figurée ici, dans le roman. Pas forcément de manière totale, entière. Ce qui m'impressionne dès le début, c'est le poids de l'histoire. Il y a chez vous, dans la fiction, la narration que vous faites, des ressemblances avec beaucoup d'autres histoires. Delphin Changa qui écrit Coq de Noisette, Prince Komadoubet III qui parle de nouvelles interdites. Et dans toutes ces histoires racontées de cette période-là, on va dire fin de la colonisation, début de la post-colonie. Vers les années 50, comme ça, n'est-ce pas? Il y avait une réticence à envoyer les enfants à l'école. Oui, parce que je vous ai dit, mais c'est un système qui vient de façon brutale là, qui s'installe, et puis on ne fait pas ça, on ne convainc pas les parents. C'est la force. Hein. On amène les enfants à l'école. Vous verrez que parfois, on allait chercher les enfants pour les inscrire à l'école. Bon, c'était pour le bien des enfants, mais je ne sais pas si la manière était celle-là. Oui, mais la communauté quand même, parce qu'on voyait quand même il y avait une sorte de rivalité. La communauté envoyait pas forcément les enfants de sang royal. Non, c'est de laisser pour compte un peu. Voilà, qu'on envoie à l'école et tout ça. Alors, Totou, lui, il arrive, il est préparé, il n'est pas en famille, il va retrouver une famille qui l'accueille, c'est un oncle, je crois. Voilà. Bon. Et son grand frère est déjà là, Mesa est déjà là. Et vous nous racontez comment il prend contact avec l'école. Ces jours-là, il arrive et il a peur. Parce que le maire est un peu le maître, l'instituteur, c'est un peu père Fouettard. Oui. Totou, non, pas Mesa, parce que Mesa était déjà là, oui. Mais, vous savez, le système, c'était la force. Hein. Il fallait battre, corriger. La trique. La trique. On pensait que c'est de cette façon qu'on amènerait les enfants à l'excellence. Ouais. On a peur du maître qui a son bâton. Il est rassuré par son grand frère qui dit non, il ne faut pas être bavard. Voici, avec ce maître-là, voici le code. Hein. Voilà. Si tu es intelligent, pas bavard, tu ne vas pas recevoir des coups de fouet. Oui, c'est ça. Mais il sera ramené dans une autre salle, quelque part avec les gens de son niveau, ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent nouvellement là. Plus jeunes, bien sûr. Parce que, vous savez, on redoublait même. On l'appelait ça CIL, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est toujours la CIL. Oui. On faisait redoubler les enfants. Voilà. Alors lui, ça va aller très vite, la première année. Et moi, ce qui m'intéresse, je voulais vous poser la question, comment ça s'est fait chez vous, tout comme chez Totou, le sévrage. Au début, c'est un enfant qui a la tête tournée vers le village et qui veut rentrer. Et à un moment, il y a un déclic qui fait que, il est motivé et il a envie de rester. Ça s'est passé comment chez vous? C'est sur l'instigation de mon grand frère. Il a beaucoup joué dans ce sens-là. S'il n'était pas là, peut-être que j'aurais fui pour aller à la maison. Donc la motivation, instigation du grand frère, mais aussi les premiers bons résultats en classe. Les premiers bons résultats, et puis le second maître qui était beaucoup plus, je peux dire un peu... sympathique. Paternel, quoi. Paternel, oui. Oui, c'est ça. Okay. C'était pas le père Fouettard. Ok. Ça va, c'est comme ça. Il y a les premiers retours chez les parents qui sont contents, qui motivent Totou. Voilà. Mais votre roman est une sorte de parcours du combattant, on l'a dit en introduction, avec des étapes relativement difficiles. Pas toujours facile. Voilà.
il va y avoir un premier choc, c'est la foudre. C'est la foudre, oui, c'est la foudre. Ouais. Évidemment, l'environnement, la foudre, mais aussi la dimension magico-religieuse, la superstition derrière la foudre. La foudre va frapper. Ça, ouais. Laissons le lecteur découvrir. Non, le lecteur peut découvrir, mais moi, je donne quelques détails. Cet incident de la foudre, vous avez vu, vraiment, c'était... Bon, il y a même des enfants qui ont fui parce que... Oui, ils fuient l'école. Oui, bon, voilà. Le romancier que vous êtes, pourquoi est-ce qu'il introduit ça? Est-ce que c'est... Moi, je jette un regard de sociologue. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes ici, dans la description de ce contexte, en train de nous montrer comment la société change, l'école vient avec ce bagage des valeurs occidentales, et le village est là, et on voit une société qui est ballottée entre les nouvelles valeurs et celles d'ailleurs. Donc la faute vient et elle n'est pas interprétée de la même manière. Non, elle n'est pas interprétée de la même manière. Vous avez vu comment, bon... Avec la foudre, ce qu'on peut faire, ce que j'ai décrit dans le roman. Oui, bien sûr. Mais la lecture qu'on a de la foudre, c'est que, bon, c'est un peu le choc en retour. Peut-être que le père a fait quelque chose, alors son enfant est frappé. Oui, chez nous, c'est ça. Ouais. Vous savez, chez nous, il n'y a pas d'événement qui ne s'explique par quelque chose de rationnel. Il y a toujours une cause. Vous m'aurez, on va dire que c'est parce que tel... je ne sais pas, vous êtes, par exemple, si vous avez la chance de réussir dans une famille, on va dire, s'il a réussi, c'est parce que, celui-là qui était mort, il a vendu. C'est avec ça qu'il est en train de prospérer. Ouais. Nous sommes encore dans ce monde-là. Ouais. Même maintenant, ce n'est pas tout à fait fini. Hein, pas fini. Les stades ne sont pas encore faits. On coulisse facilement entre le rationalisme et l'irrationnel. L'irrationnel, oui, c'est ça. Alors, l'école, ça s'enchaîne rapidement dans la vie de Mesa et de Tautou. Ils vont bien, ça roule. Et puis, le second choc qui va marquer le parcours, le reste de la vie de Tautou et de son grand frère. C'est une nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette nouvelle? C'est le décès, n'est-ce pas? Vous voulez parler de ça? Oui, bien sûr. Le décès de son père, voilà. Le décès du père de Tautou, alors qu'il amorce l'école. À la deuxième année. Deuxième année. Et le père va décéder. Alors, il y a une manière d'annoncer ça, hein, qui est toute culturelle. On ne dit pas, ton père est mort, mais ton père te convoque au village. Si on dit à un enfant, mais écoutez, tu vois, ton père est mort, même à une grande personne, on ne veut pas annoncer des nouvelles comme ça. Il y a des tournures, n'est-ce pas, pour te faire comprendre que tel événement s'est produit. Mais on ne vient pas te dire, tu sais, ton père est mort, mais non, ça ne marche pas. Hein? Donc, le père va partir. Ce qui est important, c'est la question centrale. Doivent-ils arrêter, rompre avec l'école ou continuer? Voilà. Pour cela, l'oncle qui les recevait, qui les accueillait à la maison, il est catégorique. Il faut arrêter, il faut chercher le travail. Or, le père qui meurt avait déjà laissé des consignes fermes à la mère de Tautou et de Mesa. Voilà. Donc, la maman respecte les volontés. La volonté de son défunt mari. Les enfants doivent aller à l'école. Voilà. Et se battre. Alors, là, vous faites survenir quelque chose. Nous sommes à la rentrée, là, c'est l'école qui vient de commencer. Vous montrez qu'il y a des enfants que les élèves ne sont pas logés tous à la même enseigne. Non, pas du tout. Pour certains, ça coule comme l'eau de rose, et pour d'autres, c'est la croix et la bannière. Mais il y a toujours des enfants qui sont nés avec la cuillère en or. En or, n'est-ce pas? Dans la bouche. Alors que d'autres doivent utiliser leur... C'est ça. C'est la vie. Hein. Donc vous faites surgir donc cette situation très complexe. On va dire, c'est un peu si on était philosophe et heideggerien, on dirait, mais là, c'est le néant qui surgit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chaos qui vient intervenir parce que ça va être difficile de reprendre l'école, de continuer de financer cette école. Et c'est un peu le parcours. Alors, est-ce que c'est... Quand on fait le rapport entre les va-et-vient entre l'histoire racontée et la vôtre,
Est-ce que c'était un peu le cas? Est-ce qu'autour de vous, est-ce que dans les histoires que vous avez entendues, vous avez appris qu'il y a des gens, des enfants qui étaient obligés de sacrifier le sommeil pour travailler et financer leurs études, ou de rompre et de revenir? Non, à cet âge-là, c'est-à-dire on a 12 ans, on ne travaille pas déjà pour financer ses études. Ça se fait un peu plus tard, quand on a peut-être 14-15 ans. Hein? Bon. Maintenant, il y a des enfants qui, devant cette situation-là, laissaient tomber carrément l'école. Ils rentrent au village. Bon, comme c'était le poids là, le cacao, le café, tout ça, on se met à cultiver ces choses en pion. Alors, dans le cheminement, le parcours scolaire, le chemin d'école de Meza et Toto, il va encore avoir un élément qui lui va ouvrir la porte à la sollicitation du marabout ou du voyant. Ah, c'est... Bon, écoutez, ça c'est... Bon, c'est un roman, vous savez, oui. C'est un roman. Non, je sais, c'est un roman, oui, roman. Mais seulement, dans notre société, ça ne manque pas de dire qu'il y a telle situation, il faut aller voir, demander l'avis de... Alors disons aux téléspectateurs la chose suivante, et même aux auditeurs, c'est que Meza va échouer la première fois au CEPE, c'est ça? Oui. Et puis, quand autour de Toto, il fait la même chose. Alors, dans la tête des hommes de la famille, il se dit qu'il doit avoir un blocage quelque part. Il y a quelque chose. C'est pourquoi la mère, vous avez vu l'action de la maman. Oui, bien sûr. Elle va, et ils vont aller chercher, le voyant, tout ça. Bon. Et le voyant n'a rien vu. Le voyant a vu. Oui, non, il a vu à sa manière, mais l'enfant a échoué. Il a fait. Bon. Ouais. Malheureusement, l'enfant a encore échoué. Il a encore échoué, donc quand je dis qu'il n'a rien vu, c'est que vous... Bon, ça pose une interrogation. Quelle est la valeur de ces choses-là, de ces révélations? Il y a ça aussi. Oui, mais est-ce que ça ne perturbe pas le parcours d'un enfant? Parce que nous sommes ici en découverte d'une valeur, une école, l'école des Blancs, c'est nouveau là. Oui. Et puis l'échec est là, mais il y a une explication plutôt irrationnelle à l'échec. Est-ce que trop d'irrationnel ne tue pas le rationnel? Non, puisque le frère aîné dit « je ne vais pas chez le marabout ». Il a expliqué pourquoi il n'y va pas. C'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à comprendre qu'il faut être plutôt rationnel. Voilà. Et puis, il faut être endurant. Et puis, il faut être endurant. La persévérance. C'est là qu'on voit un peu la fabrique des personnages. Vous qui êtes l'auteur, est-ce que comme certains auteurs, derrière un personnage, il y a une valeur? Vous mettez comme sur un échiquier là, des différents pions, et vous dites, celui-ci sera le porteur de telle valeur, l'autre de telle valeur. Alors, Meza, lui va être celui qui est l'endurant. C'est le grand frère. Oui, mais en même temps qu'il ne cherche pas les voies de traverse, lui il évolue, pendant que le petit va être certainement le gars le plus affaibli, mais ouvert en ballottage, ballotté par les courants divers. Oui, ballotté, mais il se rattrape après, quoi. Il a une idée et il veut accomplir son projet. Il veut le réaliser. C'est pas quelqu'un qui est si faible que ça. Non, mais pas faible. Mais il a un objectif qu'il veut atteindre. Et quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, n'est-ce pas, il essaye de dépasser. Alors dans cette expérience de dépassement, il est certes bloqué, mais il va chercher à être... il va se faire recruter comme maître. Voilà. Et c'est par ce raccourci qu'il va avoir son CEPE après et continuer. Oui, parce que à notre époque-là, il y avait même des maîtres qui n'avaient pas de CEP, qui enseignaient, mais à la fin de l'année, ils allaient présenter l'examen avec les élèves. Il n'y avait pas beaucoup de maîtres.
Il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Je me souviens moi-même, hein, j'ai été au cours moyen 2 à l'école Sacré-Cœur de New-Bell à Douala. Bon. Mais il y a quelqu'un de notre génération qui à un moment a été recruté comme maître cours moyen 2. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il a continué, mais il était un peu baraqué. Oui. Parce qu'il fallait être baraqué pour être maître et pour être le maître fouettard. Surtout ce qu'il faisait, on l'appelait lion, un peu comme le lion, et donc il pouvait faire ça. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est la leçon derrière, c'est que lui ne s'arrête pas, il n'a pas le CEP, le CEPE, il va enseigner, mais continue. Oui. Il sent cette pulsion, je ne sais pas, hein, parce que plusieurs fois il se pose la question, mais finalement. Mais la pulsion est plus forte. Et il dit, va, continue. Ouais. Le reste de l'histoire, c'est un peu cette progression. Deux choses. Pendant que vous nous racontez leur histoire, on va voir qu'il va avoir des expériences jusqu'aux affaires. Ce n'est pas seulement l'école, mais est-ce que ce n'est pas le symbole de cet enfant de l'Ouest qui est un gars qui a transformé la difficulté en opportunité? Un gars de l'Ouest, mais c'est faisable par tous ceux qui ont du courage. Oui, mais nous, on sait au Cameroun que ceux qui ont bravé, quand on parle BAM, par exemple, ou de Batier, on parle des collines, hein, où c'est rare l'argent, hein, mais eux, ils ont fait de cette difficulté une force d'impulsion, et c'est pour ça qu'ils peuvent être à la fois étudiants et hommes d'affaires. Quand on voit le parcours de tout si vous le trouvez ainsi, mais je sais que l'homme de l'Ouest a cette force-là, n'est-ce pas? Cette qualité de persévérer. Et de dévier quand il sent que cette porte-là est fermée. Il contourne. Il contourne pour atteindre son objectif. Bon, l'objectif, n'est-ce pas, c'est peut-être le mieux-être, qui ne vient pas toujours du projet que tu as fait. Quand ton projet échoue, ne baisse pas les bras. Cherche à trouver autre chose. En fait, c'est ça. C'est ça la leçon. Sauf que certains utilisent ces voies de traverse avec des pensées malveillantes. C'est devenu l'économie du maquis, c'est-à-dire qu'ils utilisent toutes les voies, tous les subterfuges pour réussir. Mais ici, c'est contourner, mais en gardant la bonne foi. En gardant la bonne foi. C'est vrai que ce n'est pas un livre de morale, mais on ne peut pas aller conseiller, n'est-ce pas, aux gens de prendre n'importe quelle voie pourvu qu'on réussisse. Non. Tous les chemins ne sont pas bons pourvu qu'on réussisse. Tous les chemins sont bons si on applique la saine valeur. La saine valeur, oui. Venons-en à la question qui barre la couverture, la première de couverture, l'école, pourquoi faire? Alors je vous la pose, cette question. L'école, pourquoi faire? Vous vous posez cette question, la suite c'est un développement, quelques pistes pour ne pas tout déflorer. Qu'est-ce qui vous pousse à vous interroger, à formuler votre interrogation sous cette forme-là? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, puisque je vous dis, les difficultés, soit faut-il abandonner? C'est l'interrogation. Mais si on n'abandonne pas, on pousse. Mais c'est pourquoi faire? C'est pourquoi. Je sais pourquoi, mais je ne vais pas le dire. Il faut que le lecteur le découvre. Est-ce qu'on peut comprendre que dans votre raisonnement, vous vous dites, il y a des bénéfices, il y a des vertus que donne l'école qui ne sont pas forcément matérielles. On peut ne pas l'école n'ouvre peut-être pas à l'emploi, mais l'école densifie, forme une mentalité, donne une culture qui vous prépare à affronter toutes les réalités. La réponse est dans le dernier chapitre. Vous l'avez lu. Oui, mais je veux pas. Si vous me posez la question, c'est que vous l'avez lu. Je vous pose la question à vous. C'est dans le dernier chapitre que le lecteur découvre. Qui découvre, absolument. On revient maintenant sur l'école. Effectivement, globalement, l'école d'aujourd'hui. Vous écrivez aujourd'hui à des gens qui n'ont pas la même expérience que celle que vous avez vécue avant et que vous racontez.
Si vous deviez considérer les temps d'aujourd'hui, auriez-vous écrit de la même manière? Face à l'école d'aujourd'hui qui est en mutation, qui change Peut-être pas avec tout ce qu'il y a de l'Internet qui est là et tout ça. Bon, j'aurais peut-être abordé le sujet différemment. Différemment. Oui. Je me souviens avoir lu le discours de candidature d'André-Marie Mbida. Ouais. Et André-Marie Mbida, lui, il avait quel diplôme? Oui. Et je me souviens aussi avoir lu le texte de René Djambafane. Il avait le niveau de 4e, l'école supérieure. Mais quelle éloquence! Alors, vous voulez dire que l'école d'aujourd'hui a perdu en... A perdu un peu en consistance. Hein. Ouais. Oui, sincèrement. Il faudrait peut-être qu'on revoie cette situation-là. Par ailleurs, il y a le nombre. Comment voulez-vous qu'en terminale, on ait 100 élèves? Ouais. C'est pas possible, un seul maître ne peut pas. Bon, ailleurs, par exemple, on se limite. Bon, excusez-moi, en France, on a parlé de, je crois, de 12 par classe ou 20 par classe. Un maître ne peut pas suivre correctement 100 élèves. Ils vont préparer, par exemple, le brevet ou le bac. C'est pas vrai. À votre époque, il n'y avait pas d'engouement. Aujourd'hui, il y a un engouement démultiplié. Les gens vont à l'école. C'est peut-être pour ça, Les gens vont à l'école, mais il faut, n'est-ce pas, donner... Il faut multiplier les... Il faut multiplier les formateurs, les instituteurs. Et les salles de classe aussi. Ça. Il y a les salles de classe, il y a l'équipement. Je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, ça se passe au nord, là. Ce monsieur-là doit avoir peut-être le niveau de cours élémentaire. Et les bâtiments, c'est, voilà, comment on appelle ça, là? Oui. Oui. Et les élèves n'ont pas de banc. En 2023, je pense... Oui, c'est des combats qui sont menés. C'est pour ça que ce sont des zones d'éducation prioritaire hein, dans le Nord. Voilà. Mais il faut aussi dire que de brillants esprits ont émergé de cette école qui se fait dans la précarité. Mais on a quand même des gens qui sont comme vous également. Parce que le livre... nous le dit en quatrième de couverture, vous avez fait de brillantes études et une brillante carrière. Merci, brillante Partie de ce champ précarisé de l'époque. Ouais. Comme quoi, de la précarité peut sortir la rose qui jaillit du fumier, si on peut dire. J'ai lu ça quelque part. Bon. Merci de cette éloge. Non, ce n'est pas l'éloge, c'est écrit ici. Hein. Atemezem Kemopol est né à Tchang, dans l'ouest du Cameroun. Il est administrateur civil principal, père de plusieurs enfants et petits-enfants. Il a travaillé comme fonctionnaire pour son pays, puis a terminé sa carrière à l'UDEAC comme directeur des services du secrétariat général en République centrafricaine. Désormais, à la retraite, il passe des jours paisibles. Vous soulignez ça. Et tranquille, parce que la tranquillité... On disait souvent qu'elle ne se voit que dans les cimetières. Mais lui, c'est paisible, la paix et la tranquillité de son vivant entre la France et le Cameroun. Donc vous coulez des jours heureux. Bon, vous savez, le quatrième de couverture, ce n'est pas l'auteur qui l'écrit. Bon. Ah, okay. Mais c'est parti de vous. Bon, disons qu'il y a bien de moi là-dedans. Voilà. D'école, pourquoi faire moi, je peux dire, c'est pour... vous offrir un service augmenté pour augmenter l'homme. Et voilà quelqu'un qui est parti d'une zone très compliquée, il n'y avait rien. Et il a fini jusqu'au niveau que décrit la quatrième de couverture. Et c'est lui qui écrit à travers Toto, il vous démontre qu'on peut partir de l'impotence à l'importance. Est-ce que ça résume? Je vous ai dit que là, c'est un problème de courage. De courage, oui, bien sûr. Et de persévérance, n'est-ce pas? Et là, sous-titre, ce que je voudrais, c'est que mes jeunes frères, surtout mes enfants et même mes petits-enfants, qui comprennent que au-dessus des épines, là, il y a la rose. Et il faut faire les efforts, malgré les épines, pour aller cueillir cette robe. Cette rose. Ouais. Vous comprenez? Autrement dit, ne vous arrêtez pas à la première difficulté. Vous voyez que lui, aurait pu
rester dans des plantations de quoi là, pour être manœuvre. Mais non, non, non. Il a continué. Il a continué. Bon, lui-même ne comprend pas cette pulsion, mais il a continué. Il faut persévérer. Voilà. Percez et vous verrez. Persévérer. Persévérer. Absolument. C'est la musique qui sourd de cet ouvrage, L'école, pourquoi faire le choix complexe de Totu, voilà. Hein, la petite... Totu. Ouais, oui, avec accent. Totu. Il y a un accent complexe. Ouais, Totu. La musique qui sort de là, absolument, c'est qu'il y a beaucoup d'épines, mais sachez qu'au milieu des épines, il y a la rose. Et cherchez la rose en dégageant les épines. Merci d'être venu nous parler de votre ouvrage. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce modeste ouvrage à votre auditoire et au public. Je serais heureux que de ce livre il y ait une petite contribution. Qui est des tortues. Que des tortues se multiplient. Se multiplient, voilà. Pas des totos, hein, parce qu'au départ j'ai cru que c'était toto, mais là c'est tortue, donc il ne faut pas confondre. C'est pas toto. Toto. C'est pas toto. Merci. C'était Ces livres qui chantent. Merci de nous avoir suivis et belle lecture, parce que vous savez, c'est la rentrée et ce serait peut-être bien pour vous d'aller regarder, feuilleter les ouvrages au programme depuis le primaire jusqu'au secondaire, jusqu'en terminale, et de voir que ce sont de beaux livres, de bons compagnons. Merci, à samedi prochain. Merci beaucoup.